visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Un CIUS de Montréal poursuivi pour 3 millions de dollars. L'indépendance du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon y croit plus que jamais. Et à qui profiterait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Ça semble être la nouvelle question dans ce conflit meurtrier. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, je commence en te parlant d'une histoire qui avait choqué tout le Québec. Je te parle ici du meurtre de la petite Maëlie Brossoit-Noguera. Je te ramène en juillet 2020. Une scène d'horreur complète. Inimaginable. Complète. Pire que toute, là. Ah ouais, absolument. Écoute, la mère de la petite Maëlie avait consommé de la drogue et des médicaments à ce moment-là. Et là, bon, on le sait, hein, c'est souvent un mélange là, qui est explosif. Malheureusement, ça n'a pas fait exception cette fois-là. Et elle développe une psychose, mais totale, ne reconnaît plus sa fille ou malheureusement, difficile de savoir ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Mais ça reste qu'elle se tourne vers sa fille et l'assassine de 80 coups de couteau. La petite avait seulement 10 ans. Je sais que dans les détails de cette affaire-là, tu parles de truc inimaginable, la mère qui est sortie de chez elle en disant, paniquée complètement, en disant, je crois que je viens de tuer ma fille. Alors, tu sais, je pense que c'est pour te montrer à quel point là, la psychose et là, était si on en avancée parle aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, l'histoire est réglée devant les tribunaux au niveau criminel déjà. Là, Absolument. Mais c'est que là, il y a une poursuite de la famille de l'enfant. Ben c'est ça, c'est que là, maintenant, là, la famille espère, la famille, évidemment, les proches de la jeune victime espèrent obtenir 3 millions de dollars du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. C'est ce CIUS-là qui chapeaute le fameux centre jeunesse. Et la petite Maëlie était connue dans ce centre jeunesse-là. Donc, selon des plaintes, des rapports que sa mère était pas capable de s'en occuper. Les problèmes de consommation avaient été documentés à la DPJ. Absolument. Problèmes de consommation sévères, là. Oui, tout à fait. Écoute, en seulement 12 mois, d'avril 2019 à avril 2020, et on sait que le drame est survenu en juillet 2020, donc quand même assez rapproché, il y a eu 4 signalements à la DPJ, donc 4 signalements de faits sur la petite. On parle ici là, quand même de risques sérieux de négligence, de mauvais traitement psychologique et de négligence sur le plan éducatif. Fait que, tu sais, en bon québécois, on dirait que c'est pas de la petite bière là, quand même. C'est des accusations qui sont assez sérieuses. 3 des signalements ont été retenus, puis malgré tout, le dossier a été fermé par la Direction de la protection de la jeunesse. Évidemment, c'était su que la mère avait des problèmes de consommation de drogue. Donc, aujourd'hui, on a eu droit à une sortie, évidemment, avec le dépôt de la poursuite de 3 millions de dollars. On a eu droit à une sortie de l'avocate de la famille, qui est la très connue maître Valérie Assouline. Et elle parle d'un système dans lequel de nombreux acteurs ont failli à leur mission principale, qui est celle d'assurer la protection de l'enfant. Mario? Mais j'avoue que c'est un autre... En fait, il y a un côté où tu te dis, fallait que ça se rende. Les tribunaux sont là pour ça. Il fallait que ça se rende devant le tribunal, qu'on mesure la responsabilité de chacun. Bon, là, le montant qu'il demande est très élevé. Là, mais ne serait-ce que l'évaluation les tribunaux sont là pour ça, là, d'évaluer le niveau de responsabilité. Puis je premier à dire, dans certains cas, que c'est pas facile d'être à la DPJ, puis des fois, tu peux avoir des avertissements minimes, puis là, finalement, la personne pète les plombs, puis comme un geste. Mais quand je relis le dossier, tu dis, OK, mais c'est pas un avertissement minime, là, c'est une fois, puis une autre fois, puis une autre fois, puis des problèmes de consommation connus. Puis comment t'as pu arriver à la conclusion que l'enfant était pas à risque ou était pas en danger? À un point de fermer les dossiers. Il n'y a pas de suivi qui est assuré à ce moment-là. C'est qu'on ferme le dossier, tout simplement. Ça veut dire qu'on rappelle même plus une fois par mois pour savoir est-ce que tout est correct, est-ce que l'enfant est nécessaire, est-ce que... Ouais. Exactement. On peut se questionner, je pense, évidemment, avec les problèmes de DPJ, on pense tout de suite, malheureusement, au drame de la petite fillette de Granby. Mais on est dans les mêmes époques, là. On est dans les mêmes périodes où peu de choses près.
Je te dirais. Là. Je pense que c'est un petit peu plus avant. Un petit peu avant, ouais. Léger, là, quelques années, là, sans plus. Mais enfin... disons qu'on aurait pu penser que la DPJ avait peut-être tiré des leçons de tous ces événements-là. Il y a eu d'ailleurs la commission Laurent qui s'est penchée là-dessus. Donc, à suivre, là, ça ne fait que commencer. Bon, alors, tu as vu ça probablement un peu partout aujourd'hui, hein, le dossier de nos collègues du bureau d'enquête sur le fameux vol de voiture. En fait, ça fait une semaine là, que ça dure. Puis il y a JA, une semaine dans le journal, mais JA qui est intervenu là-dedans avec un reportage, télé. Puis, disons que ça brasse les affaires quand même pas mal. Sincèrement, il faut, là. Ça peut plus. Mais là, matin, c'est que là, c'est rendu. La nouveauté du matin, c'est que c'est rendu les vols d'auto en Ontario. Mm-hmm. Qui sont ramenés. C'est les Québécois qui volent des autos en Ontario parce que c'est vraiment que c'est le port de Montréal qui est le centre. Là, c'est ici que l'industrie s'est établie. Absolument. Ben écoute, c'est la porte de sortie pratiquement idéale pour aller à l'étranger. Il y a énormément de conteneurs. D'ailleurs, dans le port de Montréal, l'année dernière, c'est 580 000 conteneurs qui ont pris le bateau et qui sont allés à l'étranger. Quand on pense que l'Agence des services frontaliers a 5 employés pour contrôler ces 580 000 conteneurs-là, c'est pas sérieux. On peut pas se surprendre, tu sais. Non, c'est pas sérieux. Je pense que... Moi, je pense qu'il y a deux affaires. Là. Je pense que les autres intervenants du port se lavent un peu les mains sur le plus incompétent. L'Agence des services frontaliers est le plus incompétent. Je pense que dans les débardeurs, dans d'autres groupes, là, il y en a, même s'ils le diront jamais, il y en a qui se ferment les yeux aussi. Parce que, tu sais, quand t'as du vol d'auto d'aussi gros volume, à un moment donné, il y a quelqu'un qui laisse passer. Ceci dit, celui dont l'organisme, si on parle d'un... Nous, on paye des taxes et des impôts, là. L'Agence des services frontaliers, c'est l'organisme qui devrait être responsable d'autoriser ce qui part. Ce qui décolle du port. Puis là, ils font pas leur job, mais à un niveau absolument ahurissant. Ce matin, par exemple, la députée du Bloc, Christina Michaud, a fait une motion aux communes. Hein, Oui, ben exact. C'est là que je t'amenais d'ailleurs. Et puis, les députés fédéraux l'ont approuvé à l'unanimité, finalement. Donc, ils vont se pencher sur le problème, parce que, comme tu l'as dit tantôt, ça touche l'ensemble du pays. Tu sais, là, on parle de l'Ontario et tout ça, mais, c'est l'ensemble du pays. Là. C'est parce que ça touche, évidemment, les milliers de personnes qui se font voler leur voiture. Je sais que pour bien des gens, c'est ça qu'on voit en premier. Là. C'est 43 000 vols de voitures. Ontario, Québec, à 10 années, c'est 43 000 par année, quelque chose comme ça. Mais même si vous vous êtes pas fait voler votre véhicule, là, vous faites partie des autres, mais vous payez pareil. Là. Les assurances auto ont augmenté au rythme où ils ont augmenté. Oui, on dit, les compagnies d'assurance font de l'argent. Oui, mais ils n'ont pas augmenté leur rendement. Ils font le même rendement d'argent. Ils augmentent leurs tarifs, notamment parce qu'ils payent plus. Ils ont payé 1 milliard de voitures volées. C'est rendu une farce. C'est une industrie de gens qui volent les voitures. La police n'a pas le temps de s'en occuper. Fait que t'appelles la police pour un vol de voiture. Puis j'ai encore eu quelqu'un qui m'a raconté un cas. La semaine passée à l'aéroport, s'est fait voler son véhicule. Puis la police, regarde, on vous donne un numéro de vos assurances. C'est l'important, c'est on vous donne un numéro de vos assurances. Donc on présume que la personne va se faire rembourser. Fait que ça coûte aux assurances 40 000 $, 50 000 $. C'est toi puis moi qui payons la facture. Ben c'est ça. C'est ça. Nous, on paye... Tous les détenteurs d'une assurance automobile financent l'industrie des voleurs. Oui. Ben, je vais même aller plus loin que ça. Moi, je vais te ramener à un cas de vol de catalyseur. Alors, tu sais, on en a beaucoup parlé là, dans les derniers mois, vol de catalyseur, puis je pense que tu vas me voir un peu. Parce qu'il y avait les métaux précis, les métaux rares là-dedans. Oui, c'est ça, quelque chose qui valait plus que l'or en réalité. Puis voler un catalyseur sur certains modèles, là, c'est une affaire de secondes. La personne se glisse en dessous avec une scie va-et-vient à pile, coupe le catalyseur, zing, zing, prend le catalyseur, s'en va avec. Toi, tu te lèves le lendemain matin, ton catalyseur est plus là, ton auto fait un bruit de la mort. Ouais. Donc, tu t'en vas au garage. Et les voleurs, ce qu'ils ont développé comme technique, c'est qu'ils savent très bien que tu vas aller faire réparer ta voiture. Donc, la prochaine fois qu'ils vont la voir dans ton entrée, tu vas avoir un nouveau catalyseur. Fait qu'ils vont se repencher en dessous de ton auto pour te couper le catalyseur puis repartir avec. C'est encore mieux, c'est un neuf. Ben, c'est ça. Les métaux sont même pas salis. Ben, exactement. Fait que je pense que s'ils font ça pour les catalyseurs, on peut sûrement penser qu'ils font ça pour les voitures aussi. Donc, tu sais, eux, ils vont te voler ton auto dans ton entrée. Ils savent très bien qu'à un moment donné, tu vas en ramasser. Mais là, l'histoire de l'Ontario, ce qu'on m'expliquait ce matin à LCN, c'est que
Ça a l'air que au Québec, il y a tellement de vols de voitures qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont fait mettre les tags, là, les systèmes de repérage, tags. Et là, les voleurs se sont aperçus que tu passes à 417 ou tu pars vers l'Ontario, puis là, tu vas trouver des véhicules, le taux de pénétration de la technologie tag, là, du repérage, comme... Là, probablement que tu vas me dire, dans 1 an ou 2, si les Ontariens continuent à se faire voler leur véhicule, la technologie va rentrer là-bas, ou le nombre de clients va augmenter. Mais pour l'instant, les voleurs disent c'est plus avantageux. Là, ça vaut à peine de faire 100, 200, 300 km de plus pour aller en Ontario, pour avoir des véhicules qui n'ont pas le système de repérage tag. Ils vont en communauto, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Bon, Mario, je pense que l'indépendance du Québec, là, c'est un sujet que tu connais assez bien. Que tout le monde connaît. Ça fait quoi, 50 ans qu'on baigne là-dedans au Québec? Là, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Sache que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, il lui croit, lui aussi, puis il pense que c'est un projet qui peut être extrêmement viable, tellement qu'il a déposé aujourd'hui son budget de l'an 1. Attention, hein, c'est sûr qu'il a fait plaisir aux indépendantistes pressés. Il s'est engagé à tenir un référendum dans le premier mandat, et ça, peu importe l'appui à la souveraineté à ce moment-là. Je pense que c'est là qu'il détonne un petit peu de tout ce qui a été dit avant comme chef de Parti québécois. Mais ça, à mon avis, c'est le point aujourd'hui. Je sais pas s'il devait aller là. Veut se montrer déterminé sur la souveraineté. Ça vient un petit peu brouiller son message sur le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Parce que... je trouve que son budget de l'an 1, sérieusement, j'ai été comme assez impressionné par le document. Pas que je m'attendais que ce soit cochonné, là, genre travail étudiant collégial mal fait, mais tu sais, la façon dont ils l'ont fait, 84 pages, la quantité de matière, les tableaux, les chiffres, la méthode, puis là, je suis pas en train de dire que c'est pas attaquable. Je veux dire, c'est sûr que des économistes qui tiennent au Canada, il y a plein de... Parce que comme c'est un travail hypothétique, mais il y a plein d'hypothèses que tu peux attaquer et dire vous avez été trop optimiste, c'est tout à fait attaquable, mais sincèrement, le travail est bien fait. Le travail est fait sérieusement. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon a encore réussi politiquement à ramener une autre semaine qu'il a ramené sur son terrain. Là, après le serment du roi, après l'élection partielle dans Jean Talon, après... Je veux dire, le nombre de semaines il a réussi à ramener au grand détriment, tu sais, c'est les libéraux, les Québec solidaires en peuvent plus, là, de dire, voyons, le PQ, ils ont rien que 3 députés, ils sont rendus à 4. Ouais. Puis ils réussissent toujours à ramener l'actualité sur leur terrain. Puis c'est une autre semaine, là, on peut déjà prévoir. La semaine passée, ça a déjà été un peu le cas en prévision du budget de l'an 1 qui s'en venait. Puis là, aujourd'hui, il le dépose, puis il relance encore la discussion là-dessus. Puis demain, à l'Assemblée nationale, il va être en débat là-dessus. Il va questionner François Legault. Tout le monde va être curieux de voir l'échange, va avoir l'air de quoi. Donc, il est encore... dire qu'on les pensait morts aux dernières élections. On pensait le PQ mort les dernières élections étaient au début octobre, mettons, il y a 14 mois. 15 mois, là. Tu sais, il y a vraiment 1 an, avant le déclenchement de l'élection, il y a 14-15 mois, on pensait que... En fait, on se demandait si le PQ allait sauver un siège ou 2, ou si elle allait complètement disparaître dans cette élection-là. Finalement, ça a été 3. Ouais, finalement, ça a été 3, puis maintenant qu'une élection complémentaire, c'est 4, puis on trouve qu'il occupe pas mal d'espace dans le paysage. Puis moi, mon avis aujourd'hui, malgré un des exercices les plus risqués, j'ai hâte de voir. On verra à la fin de la semaine ce qui va en sortir. Mais je pense qu'il gagne en crédibilité comme quelqu'un qui n'a pas nécessairement tout le temps raison, mais qui travaille sérieusement ses affaires, qui travaille sérieusement ses dossiers, qui met des pierres dans son salage, puis ça tient. Comme on dit, il les met une par une, puis ça tient. Je pense qu'il vient d'en mettre une autre aujourd'hui. Puis je t'entends beaucoup parler de comme quoi que c'est une démarche qui a été sérieuse et tout ça, mais est-ce que tu penses pas que ça pourrait éventuellement, disons, un peu effrayer des électeurs potentiels qui, eux, croient peut-être aux politiques sociales du PQ, mais l'indépendance, là, c'est direct, là. Mais je sais pas, le PQ, d'après moi, le PQ, il est allé revirer à... Tiens, il y a un point d'un sondage, il était à 9-10%.
Fait qu'ils ont vraiment reconstruit sur des indépendantistes. Puis je pense que le pari qu'il fait, c'est d'en convaincre des nouveaux, là, des jeunes puis une nouvelle génération. De toute façon, je pense qu'il fait le calcul que s'il réussit pas ça, ben le PQ a plus de raison d'être. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, si on pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est un total inconnu, il y a 1 an et demi, mettons, était un total inconnu dont on pensait qu'il s'en allait enterrer son parti, il y a un bout de chemin de fait, là. Quand même, hein? Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Bon, Mario, j'ai malheureusement pas le choix de te parler des écoles et de l'ambiance qui règne dans nos classes. Hein. Je t'apprends rien en te disant que c'est extrêmement difficile pour les enseignants et les autres professionnels de l'éducation. Eh bien, on en parle, mais maintenant, on a des chiffres pour démontrer à quel point la situation est critique. C'est l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, qui a réalisé une enquête. Ce qu'on y apprend est carrément troublant. Là. Presque 57% du personnel scolaire présente de la détresse psychologique. Pour 42% d'entre eux, c'est un niveau de détresse élevé. C'est quand même pas rien. Là. Ouais. Et tu t'en doutes, là, évidemment, c'est les enseignants qui remportent la médaille d'or de ce palmarès assez triste. Mais c'est presque les 2 tiers des enseignants qui disent que c'est en détresse psychologique. 62%. Ouais. Ouais. 62%. C'est-à-dire que moi, je comprends que c'est dur dans les écoles. Puis là, j'ai beaucoup de profs là, qui réagissent parce que ce matin, j'ai posé la question à LCN à un des auteurs de l'étude de dire, ça a triplé depuis 2011. Fait que je ne nie pas que c'est dur dans les écoles, mais est-ce que le métier a changé tant que ça en 12 ans? Et c'est une courte période dans la vie, 12 ans, pour dire que tu triples le nombre de personnes qui font ce travail. Là, après ça, c'est-tu la pandémie? Là, les profs, ils m'écrivent des bêtises à vouloir dire hey, tu comprends pas, c'est évident, tout le monde le dit que ça va mal dans les écoles, mais c'était pas facile à enseigner. En 2011, c'était pas facile à enseigner. C'était un métier, t'avais des jeunes turbulents. Est-ce que dans une période aussi courte, même pas dans une demi-génération, on est passé d'un travail où, oui, il existe une certaine détresse psychologique chez une minorité, à les 2 tiers des profs... Il y a quand même un bout qui m'échappe. Là. Il y a un bout où... Les conditions sont rendues extrêmement difficiles. Moi, j'en connais plusieurs, des professeurs, enseignants primaires, enseignants secondaires. Le nombre de plans d'intervention a explosé. Moi, je connais quelqu'un qui a eu 18 plans d'intervention dans sa classe. Plan d'intervention, ça veut dire que tu as un élève dans ta classe qui a un problème particulier. Donc, qui requiert un plan. Mais si t'en as 18, ça veut dire que tu as une méchante proportion de ta classe qui sont compliquées. Là. C'est compliqué. Puis là, on parle de toutes sortes de plans d'intervention. Donc, ça peut être du comportement, de la difficulté à apprendre. Absolument, absolument. Donc, quand tu mélanges tout ça, c'est difficile de réussir à bien enseigner. Donc, pour le professeur, ça devient frustrant. Mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Pour moi, ça reporte la question sur les enfants. Est-ce qu'on a fucké nos enfants à 12 ans? Est-ce qu'en 12 ans, les enfants de 2011 étaient... à problème un peu, mais pas si pire, en 2023, sont plus gérables. J'essaie de comprendre, puis je le fais de bonne foi, là. Mais qu'est-ce qui a glissé? T'sais, qu'est-ce qui s'est passé sur une... Puis je sais qu'il y a eu la pandémie, là, puis ça a eu l'impact. Probablement qu'il y a eu un impact psychologique dans tous les métiers du monde. Tu te retrouveras avec plus de gens là, qui sont affectés. Puis dans les écoles, c'était spécial, mais quand même, à ce point-là... J'ai l'impression. Puis comment tu fais... c'est les échos que j'entends. Ouais, puis comment tu ramènes ça? Là? Qu'est-ce que tu fais pour ramener ça? Ça, c'est la grande question, parce que c'est comme une roue qui tourne en réalité. Parce que moins tu as d'enseignants, parce que ça, c'est un des problèmes, hein, évidemment, le manque d'enseignants. Donc, les enseignants quittent parce que le travail est difficile, puis le travail est de plus en plus difficile parce que les enseignants quittent. C'est le même phénomène que les infirmières. Là. Les pareil. infirmières quittent parce qu'elles se disent éreintées par le temps supplémentaire et tout ça. Mais je veux dire, quand tu as moins de monde, ben là, celles qui restent sont plus en danger de faire du temps supplémentaire et que tu te retrouves pris dans un cercle vicieux comme ça. Exactement. Tu travailles pour le ministre Drainville. Le Monde. Bon, alors, malheureusement, la guerre israélo-palestinienne fait toujours des morts, hein, et on voit quand même assez mal quand un cessez-le-feu va vraiment entrer en vigueur. Selon les États-Unis, un arrêt de la guerre va bénéficier au Hamas seulement, donc pas question pour eux de prendre cette avenue-là. De notre côté de la frontière, il y a 23 libéraux fédéraux qui ont signé une lettre pour demander un cessez-le-feu, que le gouvernement se prononce directement pour dire on cesse toutes les agressions. Une lettre co-signée avec des députés du NPD puis les Verts, de mémoire. Exact. On a appris aujourd'hui que le gouvernement Trudeau va pas prendre cette voie-là
pour l'instant, en tout cas, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, elle se trouve à Abu Dhabi en ce moment, aux Émirats arabes unis. Puis elle a dit que un cessez-le-feu, ouais, elle entend les Canadiens qui lui demandent ça, elle entend les gens et tout, mais elle croit que le Canada doit continuer à jouer un rôle équilibré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, jouer un rôle équilibré? Ça veut dire que le gouvernement Trudeau est mal à l'aise, je pense que c'est ça. Puis finit par prendre des positions qui sont semblables à celles des États-Unis, mais sans nommer les choses clairement. Mais là, je dis, c'est fondamental. Là. C'est le droit d'Israël de se défendre. Là. Parce que je veux bien là, je suis le premier à le dire, qu'il faut que la réponse d'Israël soit mesurée. Faut qu'on fasse attention aux civils. Faut qu'on n'exagère pas. Là, on a commencé à laisser rentrer des convois humanitaires. On va pas exagérer. Là, un blocus qui empêche les gens d'avoir accès à l'essentiel. Tout ça, c'est correct. Mais là, sinon, si tu parles d'un cessez-le-feu, c'est que tu nies le droit d'Israël de se défendre. C'est une guerre qui a été déclenchée par le Hamas. Il y a une guerre, là, puis elle a été déclenchée par le Hamas. Fait que là, après ça, il faudrait dire aux gens du Hamas, ils auraient dû y penser avant. Tu sais, s'il y a des conséquences, là, c'est eux qui auraient dû y penser avant, c'est eux qui sont à blâmer. On peut pas blâmer Israël pour une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. On peut les surveiller sur ce qu'ils vont faire, puis... Moi, des fois, je rapporte ça. Si le Québec avait été attaqué comme ça, sauvagement, un samedi matin, par un État voisin, là, où il y a un groupe terroriste, c'est sûr qu'au Québec, la population demanderait à notre gouvernement, à notre armée, aller détruire le groupe voisin, aller détruire le Hamas. On veut plus vivre ça. On veut plus jamais vivre un matin où ça débarque là, avec des armes, ça nous tire des roquettes. Donc, moi, j'ai aucun doute sur la détermination d'Israël. La guerre prendra 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils vont vouloir désarmer le Hamas jusqu'au dernier entrepôt, lieu de fabrication de roquettes. Ils vont vouloir tout raser, là, ce qu'il y a de militaires. Or, comme essayent de l'expliquer les porte-paroles israéliens, il n'y a pas ça là, dans la bande de Gaza, un édifice qui s'appelle entrepôt militaire avec un logo... Les entrepôts militaires sont dans les sous-sols des écoles, des hôpitaux. Les lance-roquettes sont sur le toit des écoles. T'sais, ils ont placé leurs affaires d'une façon à ce que la population, les institutions civiles, soient un peu comme des boucliers. Fait que là, c'est la job d'Israël. Là. Comment tu démantèles une organisation armée qui est tricotée dans la vie civile, là, où les entrepôts d'armes, tout ça. C'est quelque chose d'un peu unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça. Puis quand je dis ça, je suis pas en train de dire ça justifie qu'ils bombardent des écoles pendant les heures de classe ou qu'ils bombardent des hôpitaux. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ça doit être des frappes d'autant plus chirurgicales. Mais on est là-dedans, là. Puis ça, la journée que le Hamas a frappé, on le savait que ce serait pas beau, là, que le Hamas a déclenché quelque chose qui serait pas beau, là. Est-ce que tu penses que l'incursion terrestre à ce moment-là d'Israël dans la bande de Gaza pourrait peut-être aider à sauver une partie de la population? Là? Oui, à faire des interventions plus chirurgicales que des frappes aériennes. Sauf que, là, tu rentres dans la question délicate. Plus tu bombardes, plus tu défais les capacités du Hamas. Donc, tu réduis le nombre de pertes humaines parce qu'une opération terrestre, là, t'as l'armée d'Israël qui rentre dans la bande de Gaza. Ils connaissent pas le terrain, ils connaissent pas les tunnels, ils connaissent beaucoup moins le terrain, en fait. Ça va coûter cher en vie humaine, là. Je veux dire, des pères et des mères de famille qui étaient, surtout des pères là, qui étaient des informaticiens le mois passé. Puis là, maintenant, ils ont été appelés dans la force de réserve. Puis là, ils vont faire partie de cette opération-là, puis ils vont se faire tuer. Je dis informaticien, mais j'aurais pu dire n'importe quel autre métier. Il va en avoir plein, là. Fait que je pense qu'Israël se dit, avant de faire l'attaque terrestre, c'est le principe militaire. Là. On va essayer de défaire le plus possible les capacités militaires de l'autre avant de débarquer. Là. En ce moment, je termine cette nouvelle-là en te disant qu'il y a 1400 personnes qui ont été tuées en Israël et plus de 5000 dans la bande de Gaza jusqu'à maintenant. Malheureusement, ce sont toujours lourd bilan. Oui, tout à fait. Une petite nouvelle très rapide. Je te parle de Joseph Emerson, qui est un pilote de ligne qui, lui, a décidé de rentrer chez lui dans le cockpit d'un avion d'un collègue. C'était pas lui qui était aux commandes. Et que, Dieu sait ce qui s'est passé, il a décidé d'éteindre les moteurs de l'avion en plein vol. Alors, heureusement, il a réussi à être contenu, donc il n'est pas parvenu à faire ça.
Mais quand il est arrivé au sol, les autorités américaines lui ont dit tout, ça se passera pas comme ça. Ils ont arrêté M. Emerson. Maintenant, je pense qu'il voyagera pas sur un avion de sitôt. Il est accusé de 83 tentatives parce de qu'il y meurtre. avait 83 Parce qu'il y passagers. avait 83 personnes à bord. Donc, mauvaise idée, je pense. Mais on sait-tu, est-ce que lui a donné une version des faits de ce qu'il essayait de faire, de ce qu'il voulait faire? Pour l'instant, tout ce qu'on peut Est-ce que c'est comprendre... un suicide fou? Ben, est-ce qu'il faisait une joke? Il voulait tester si le pilote allait être bon, pas de moteur pour atterrir en vol plané? Ou... je pense que ça s'est pas mal battu dans le cockpit, en réalité, pour essayer de le maîtriser. Une bulle au cerveau. 83 tentatives de meurtre. Une grosse bulle au cerveau. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.